Laurent Vallée, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le nouveau PDG de l'INA. Alors, en mai dernier, vous avez succédé à Agnès Salle, dont le départ a beaucoup secoué l'institution INA et puis un peu plus largement la France. Première question, est-ce que vous avez apaisé cette vénérable institution et est-ce que vous avez instauré des règles, j'allais dire, de transparence ? Écoutez, oui, j'ai effectivement trouvé un établissement un peu choqué, un peu secoué, mais j'ai surtout trouvé des gens qui avaient envie, des collaborateurs qui avaient envie de passer à autre chose, qu'enfin on parle de l'INA à nouveau pour ses métiers, pour ses savoir-faire, pour ses compétences. Et je crois que de ce point de vue, en effet, il y a une forme d'apaisement qui a pris place, ce qui n'empêche naturellement que sur le fond, comme vous le suggérez, il faut travailler à ce que des règles à la fois de transparence et de bonne gestion soient mises en place. Et même si c'est naturellement pas le seul aspect du contrat d'objectifs et de moyens que nous signerons bientôt avec l'État, que nous présenterons à notre Conseil la semaine prochaine, il y a évidemment une mise en place déjà annoncée, puisque j'ai fait des propositions dès le Conseil d'administration du 1er juillet, d'un certain nombre de règles en termes de contrôle interne, comptable et financier, qui, disons, étaient améliorables. D'accord. Voilà. Et ça pourrait être repris dans d'autres institutions de l'audiovisuel public, vous pensez, ou ça... Comme vous le savez, de façon transversale, la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, a transmis à tous les présidents d'établissements publics culturels une instruction du 24 juin 2015 qui concerne le contrôle et le suivi des dépenses des dirigeants. Mais je pense que de façon générale, sur les règles de gestion au-delà même des dirigeants, il y avait à l'INA probablement un certain nombre de procédures à améliorer et on s'est mis tout de suite au travail sur ce point-là. Vous êtes attelé. Alors, il y avait quand même un projet qui avait été porté par Agnès Salle et que là, vous concrétisez le 30 septembre prochain. L'INA lance son service de SVOD, c'est-à-dire vidéo par abonnement. 20 000 programmes, c'est quand même une très très grande richesse. Alors, c'est des programmes d'archives, c'est des séries. Vous citiez Thierry Lafronde pour les plus jeunes d'entre nous, j'allais dire. Nous avons même les Borgia, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes Borgia, mais vous verrez, nous avons des Borgia. Bon, des grands matchs de Roland-Garros mythiques, des grandes étapes du Tour de France, énormément de choses. C'est le Netflix des archives ? Écoutez, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on le présente comme ça, parce qu'en effet, c'est une offre aussi riche en nombre de contenus que Netflix, même plus riche. Et en effet, d'archives, dans un premier temps, puisque c'est ce que nous avons, ce sont nos collections, nos fonds que nous valorisons déjà sur ina.fr pour le grand public, essentiellement sous forme d'extraits, qu'aujourd'hui nous allons pouvoir montrer sous forme d'intégrales. Et bien sûr, ce sont des archives, mais les archives au sens large, c'est-à-dire ce sont des émissions cultes, des moments cultes de la télévision, de notre mémoire collective. Et nous pensons, comme nous l'avons vu quand ina.fr a été lancé en 2006, qu'il y a un vrai appétit du grand public pour redécouvrir ces moments cultes qui nous parlent tous de moments qu'on a vécu. Vous dites effectivement, on se souvient tous du lancement d'ina.fr qui avait eu un succès phénoménal. J'allais dire même à l'époque, les systèmes informatiques avaient à peine tenu, mais c'était gratuit. Là, vous allez le faire payer. Alors, vous allez le faire payer combien? Et puis, est-ce que vous êtes un service public, est-ce que c'est logique de faire payer l'accès aux archives aux Français? Écoutez, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est que d'abord, le prix sera très modique. C'est-à-dire? Il sera de 2,99 € par mois. Voilà, avec engagement ou... Non, sans engagement, naturellement. Donc on peut prendre un mois, on peut prendre un mois, on peut prendre 6 mois. Voilà. Absolument. On regarde ce qu'on veut en illimité. Plus de 20 000 programmes, vous l'avez dit. Oui, moi je ne crois pas du tout que service public égale gratuité. Je crois que dans tous les compartiments de notre vie quotidienne, heureusement, on attend des services publics qui soient performants, c'est la moindre des choses, mais on n'attend pas nécessairement qu'ils soient gratuits, on attend qu'ils soient tarifés au juste prix et que, voilà, quand on prend le métro, on attend qu'il soit propre et qu'il roule bien, mais pas forcément que ce soit gratuit. Donc, deuxièmement, ce que nous allons offrir là, au grand public, ce sont des émissions entières, des programmes entiers, des séries entières. Et à l'INA, évidemment, ce travail de réexposition, d'exploitation permanente et suivie, comme la future loi création le soulignera pour le secteur audiovisuel, nous considérons qu'elle doit s'accompagner d'une juste rémunération des auteurs. Et nous avons naturellement des accords avec les sociétés d'auteurs, car évidemment, quand nous rediffusons sur notre plateforme ces programmes de façon payante, nous devons désintéresser rémunérer les auteurs. Et évidemment, c'est essentiellement ce coût-là
qui justifie qu'un tarif, même modique, soit appliqué à ce service qui, à nouveau, est beaucoup plus profond et donne accès à beaucoup plus de programmes intégraux qu'INA.fr aujourd'hui. Donc c'est davantage pour rémunérer les auteurs que pour faire de l'argent et du bénéfice nous n'avons absolument pas d'objectif de rentabilité immédiate ou sur ce service. Ça fait partie de notre mission de service public. Nous le tarifons au plus juste prix de façon à pouvoir rémunérer tout le travail de ceux qui ont contribué à ces archives. L'INA, c'est une belle institution. Hein. Historiquement, ça vient de l'éclatement de l'ORTF. La mission première, c'est conserver, archiver les archives de l'audiovisuel. Il y a eu tout un travail de numérisation, c'est bientôt terminé, 2019. L'INA est à la pointe de la technologie et en même temps, c'est un peu une institution un peu vieillotte. Il y a près d'un quart de vos salariés qui ont tout le savoir-faire, qui vont partir à la retraite dans quelques années. Comment réinventer l'INA? L'INA, ça va continuer dans ses missions ou ça va réinventer, c'est-à-dire du service numérique pour l'audiovisuel? Comment est-ce que vous allez réinventer l'INA? Vous avez raison, il y a eu ce formidable plan de sauvegarde numérique, ce PSN, qui a été au cœur des 3 précédents contrats d'objectifs et de moyens, et qui a permis, de façon, et de ce point de vue, l'INA a anticipé sur l'évolution des technologies numériques, qui a permis effectivement de sauvegarder, le cas échéant de restaurer, l'ensemble ou la quasi-totalité de notre patrimoine numérique, tout ce stock d'images et de sons que nous avions. Ce plan s'achèvera à peu près à la fin du prochain COM, en 2019 ou peut-être en 2020, et vous avez raison de dire que désormais, quelle est l'étape suivante? Et je crois profondément que là, on a un champ absolument immense et qu'il faut, et c'est le défi qu'on se fixe collectivement pour ces 5 ans, réinventer le rôle et la place des archives à l'heure du numérique et des médias sociaux, et que, d'une certaine façon, il faut aujourd'hui se tourner plus du côté des usages que du côté des outils qui ont été absolument essentiels pour construire cette première ressource mondiale d'images numérisées. Et de ce point de vue, les usages, nous avons beaucoup à inventer sur comment montrer les archives, comment intéresser le grand public aux archives, que ce soit dans une mission de décryptage de l'info, de divertissement, les nouveaux formats, les nouveaux supports. Aujourd'hui, une façon historique, traditionnelle, et d'ailleurs très bien faite en général dans l'activité de production de l'INA, puisque nous sommes aussi producteurs, c'est de produire ou de coproduire des documentaires de création qui font appel à des archives et qui sont diffusés sur des chaînes RTL, sur toutes les chaînes. Et bien évidemment, nous devons réfléchir aujourd'hui à comment nous produisons des contenus spécifiques, le cas échéant, pour les médias sociaux, pour des partenaires publics ou privés, des institutions qui mettent en valeur les archives, qui racontent une histoire, l'histoire de partenaires avec qui nous travaillons, notre histoire, à travers d'autres supports. Et c'est là, je crois, que nous avons un champ immense à réinventer parce que, à nouveau, le rôle des archives, dans ce monde d'abondance des images et des canaux de distribution, à l'heure du numérique et des médias sociaux, c'est une nouvelle frontière absolument incroyable pour l'institut. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'autres clients, les réseaux sociaux, les opérateurs mobiles, puisque maintenant, aujourd'hui, l'image passe par le mobile. L'international, nous avons beaucoup de choses à développer à l'international. Nous avons une expertise sur comment archiver, comment sauvegarder des images que nous vendons, mais que nous devons vendre encore plus et mieux à l'étranger. Au-delà d'opérations de prestige incroyables comme on avait avec Cuba, à Cuba, en Afrique du Sud. Je me rendrai en Afrique du Sud en janvier. Donc là, vous allez... Donc là, il faut votre savoir-faire notre savoir-faire. J'ai signé récemment avec le Bahreïn un accord pour la formation de 24 jeunes femmes journalistes de l'Université royale du Bahreïn, dans un pays à 60% chiite. Nous allons accueillir ces jeunes femmes à Brie-sur-Marne pour être formées aux techniques du journalisme. C'est aussi tous ces savoir-faire-là que l'INA doit et sait vendre en France et à l'étranger. Alors tout ça, vous allez le formaliser dans ce qu'on appelle un contrat d'objectifs et de moyens avec l'État pour les 5 prochaines années. Il va être signé très prochainement. Question financière, parce que tout l'audiovisuel public a des difficultés financières aujourd'hui. Est-ce que vous allez préserver les 89 millions que l'État vous donne? Est-ce que l'État va vous en reprendre comme il l'a fait précédemment? Voilà. Et est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens? Écoutez, oui, la bonne nouvelle, et je considère en effet que c'est une grande chance et un témoignage de confiance de la part des pouvoirs publics, de la ministre, du Parlement. Nous allons, dans ce contrat, confirmer la stabilité de la ressource publique, de la contribution à l'audiovisuel public affectée à l'INA, qui correspond à peu près 3-4% de la ressource affectée à l'ensemble des opérateurs de l'audiovisuel public, à hauteur de 89 millions d'euros. On ne vous a pas demandé de faire des économies?
Alors, nous devons faire des économies parce que par ailleurs, nous devons financer nous-mêmes, autofinancer, un projet immobilier très important pour l'entreprise qui permettra de fédérer les équipes, de mettre fin à la dispersion de certains sites à Brie et à Paris, mais aussi donc là, vous regroupez tout à Brie. Donc on va regrouper la quasi-totalité, à part notre antenne de formation qui a un très grand succès à Issy-les-Moulineaux, et à part l'activité de stockage de nos contenus originaux dans l'ouest parisien à Saint-Rémy-Honoré, nous allons nous réunir à Brie. Nous avons un projet dont le coût est d'à peu près 25 millions d'euros et que nous allons autofinancer sur ces 5 ans, tout en gardant notre compte d'exploitation à l'équilibre, ce qui suppose donc que nos ressources propres se maintiennent et voire se développent à nouveau sur tous les nouveaux supports et toutes les nouvelles possibilités. Pour que ce soit très clair, il y a 89 millions, disons 90 millions qui arrivent de l'État. Vos ressources propres, c'est quoi, une quarantaine de millions? Nos ressources propres, elles sont effectivement autour de 40 millions d'euros. Elles ont tendance depuis 4 ans à décliner donc il faut absolument les redynamiser, et c'est en ce sens que le numérique, les médias sociaux, du côté des usages, nous offrent, après nous l'avoir offert du côté de la technique d'archivage et de remise à disposition, des perspectives qui me rendent confiance sur la possibilité de maintenir nos ressources propres à leur niveau historique. D'accord. Quand vous êtes arrivé, rassurez-nous, vous n'avez pas trouvé un trou financier comme Mathieu Gallet l'a trouvé à Radio France, comme Delphine Ernotte le trouve France Télévisions? Absolument pas. Il n'y avait pas de trou financier. Il y avait simplement, écoutez, il y avait une entreprise à nouveau qui avait été un peu traumatisée par ce prélèvement de 20 millions d'euros sur son fonds de roulement opéré par l'État. Mais je n'ai aucun doute que dans le cadre du prochain contrat d'objectifs et de moyens, les engagements seront respectés de part et d'autre. L'État ne reprendra plus d'argent. Il y a une grande discussion sur une future chaîne d'information entre France Télévisions et Radio France. Vous en serez partenaire? Écoutez, on souhaite absolument en être partenaire. D'ailleurs, quand Delphine Ernotte en a annoncé le projet, elle a invité l'ensemble des acteurs de l'usage public à le rejoindre. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de déjeuner avec Delphine Ernotte la semaine dernière. Je lui ai dit que, notamment à l'appui des missions de décryptage de sa future chaîne d'info, nous étions évidemment à sa disposition pour concevoir des programmes, des émissions qui, notamment faisant appel aux archives ou faisant appel aussi à notre incroyable savoir-faire en matière d'analyse des médias, puisque grâce à notre activité de dépôt légal de l'audiovisuel, nous pouvons, à partir des données, des datas que nous associons à ces images, produire une analyse du traitement de tel ou tel sujet par la sphère médiatique, qui peut naturellement être un outil de décryptage très puissant. Et donc, j'ai eu un appel de principe très favorable, et nous allons travailler à pouvoir proposer des contenus qui, essentiellement autour de la mission de décryptage que les concepteurs de cette chaîne lui ont assignée, en être des contributeurs. Alors, dernière question, l'INA a été considéré certaines fois comme un tremplin. Emmanuel Hogue, qui est maintenant le patron de l'AFP, Mathieu Gallet, maintenant le patron de Radio France, Agnès Salle, on ne va pas le dire. Pour vous, c'est aussi un tremplin, ou vous allez vous y consacrer à plein temps pendant les 5 prochaines années? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été nommé dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui par le Conseil des ministres du 21 mai, du 20 mai. Je suis arrivé quelques jours plus tard à Brie-sur-Marne pour prendre mes fonctions. Et une des premières personnes, des premiers collaborateurs que je vois, c'est le DRH. Je lui demande alors que pensent un peu les salariés, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils accueillent cette nomination. Le DRH me dit, écoutez, ne comprennent pas très bien qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un haut fonctionnaire, un banquier, puisque je sortais de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles? Est-ce que vous êtes un professionnel de l'audiovisuel? Ils ne comprennent pas, mais il y a une chose qu'ils mettent à votre crédit, c'est que vous êtes resté 13 ans dans votre précédent job. Rien ne m'a fait plus plaisir. Très bien, Laurent Vallée. Bonne chance à la tête de l'INA pour les 13 prochaines années. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci à vous.